Illusion perdue par Honoré de Balzac. Partie 11 du livre audio, suite de la partie 2 du roman Un grand homme de province à Paris. Les convives de Lucien étaient Doria, le directeur du Panorama, Matifat et Florine, Camusot, Lousteau, Finot, Nathan, Hector Merlin et Madame du Val-Noble, Félicien Vernoux, Blondet, Vignon, Philippe Bridot, Mariette, Giraudot, Cardot et Florentine, Bixiou. Il avait invité ses amis du Cénacle. Tulia la danseuse, qui, disait-on, était peu cruelle pour du Bruel, fut aussi de la partie, mais sans son duc, ainsi que les propriétaires des journaux où travaillaient Nathan, Merlin, Vignon et Vernoux. Les convives formaient une assemblée de 30 personnes. La salle à manger de Coralie ne pouvait en contenir davantage. Vers 8 heures, au feu des lustres allumés, les meubles, les tentures, les fleurs de ce logis prirent cet air de fête qui prête au luxe parisien l'apparence d'un rêve. Lucien éprouva le plus indéfinissable mouvement de bonheur, de vanité satisfaite et d'espérance en se voyant le maître de ces lieux. Il ne s'expliquait plus ni comment ni par qui ce coup de baguette avait été frappé. Florine et Coralie, mises avec la folle recherche et la magnificence artiste des actrices, souriaient au poète de province comme deux anges chargés de lui ouvrir les portes du palais des songes. Lucien songeait presque. En quelques mois, sa vie avait si brusquement changé d'aspect, il était si promptement passé de l'extrême misère à l'extrême opulence, que par moments il lui prenait des inquiétudes, comme aux gens qui, tout en rêvant, se savent endormis. Son œil exprimait néanmoins, à la vue de cette belle réalité, une confiance à laquelle des envieux eussent donné le nom de fatuité. Lui-même, il avait changé. Heureux tous les jours, ses couleurs avaient pâli, son regard était trempé des moites expressions de la langueur. Enfin, selon le mot de Madame d'Espard, il avait l'air aimé. Sa beauté y gagnait. La conscience de son pouvoir et de sa force perçait dans sa physionomie éclairée par l'amour et par l'expérience. Il contemplait enfin le monde littéraire et la société face à face, en croyant pouvoir s'y promener en dominateur. À ce poète, qui ne devait réfléchir que sous le poids du malheur, le présent parut être sans souci. Le succès enflait les voiles de son esquif, il avait à ses ordres les instruments nécessaires à ses projets. Une maison montée, une maîtresse que tout Paris lui enviait, un équipage, enfin des sommes incalculables dans son écritoire. Son âme, son cœur et son esprit s'étaient également métamorphosés. Il ne songeait plus à discuter les moyens en présence de si beaux résultats. Ce train de maison semblera si justement suspect aux économistes qui ont pratiqué la vie parisienne qu'il n'est pas inutile de montrer la base, quelque frêle qu'elle fût, sur laquelle reposait le bonheur matériel de l'actrice et de son poète. Sans se compromettre, Camusot avait engagé les fournisseurs de Coralie à lui faire crédit pendant au moins 3 mois. Les chevaux, les gens, tout devait donc aller comme par enchantement pour ces 2 enfants empressés de jouir et qui jouissaient de tout avec délice. Coralie vint prendre Lucien par la main et l'initia par avance au coup de théâtre de la salle à manger, parée de son couvert splendide, de ses candélabres chargés de 40 bougies, aux recherches royales du dessert, et au menu l'œuvre de chevet. Lucien baisa Coralie au front en la pressant sur son cœur. « J'arriverai, mon enfant, lui dit-il, et je te récompenserai de tant d'amour et de tant de dévouement. »« Bah, dit-elle, es-tu content ?»« Je serai bien difficile. »« Eh bien, ce sourire paye tout, répondit-elle en apportant par un mouvement de serpent ses lèvres aux lèvres de Lucien. Ils trouvèrent Florine, Lousteau, Matifat et Camusot en train d'arranger les tables de jeu. Les amis de Lucien arrivaient. Tous ces gens s'intitulaient déjà les amis de Lucien. On joua de 9 heures à minuit. Heureusement pour lui, Lucien ne savait aucun jeu.
Mais Lousteau perdit 1000 francs et les emprunta à Lucien, qui ne crut pas pouvoir se dispenser de les prêter, car son ami les lui demanda. À 10 heures environ, Michel, Fulgence et Joseph se présentèrent. Lucien, qui alla causer avec eux dans un coin, trouva leur visage assez froid et sérieux, pour ne pas dire contraint. d'Arthez n'avait pu venir, il achevait son livre. Léon Giraud était occupé par la publication du premier numéro de sa revue. Le Cénacle avait envoyé ses 3 artistes qui devaient se trouver moins dépaysés que les autres au milieu d'une orgie. « Eh bien, mes enfants, » dit Lucien en affichant un petit ton de supériorité, « vous verrez que le petit farceur peut devenir un grand politique. »« Je ne demande pas mieux que de m'être trompé, » dit Michel. « Tu vis avec Coralie en attendant mieux ?» lui demanda Fulgence. « Oui, » reprit Lucien d'un air qu'il voulait rendre naïf. « Coralie avait un pauvre vieux négociant qui l'adorait, elle l'a mise à la porte. Je suis plus heureux que ton frère Philippe, qui ne sait comment gouverner Mariette, » ajouta-t-il en regardant Joseph Bridau. « Enfin, » dit Fulgence, « tu es maintenant un homme comme un autre. Tu feras ton chemin. » Un homme qui, pour vous, restera le même en quelque situation qu'il se trouve, répondit Lucien. Michel et Fulgence se regardèrent en échangeant un sourire moqueur que vit Lucien et qui lui fit comprendre le ridicule de sa phrase. « Coralie est bien admirablement belle, » s'écria Joseph Bridau. « Quel magnifique portrait à faire !»« Et bonne, » répondit Lucien. « Foi d'homme, elle est angélique. Mais tu feras son portrait. Prends-la, si tu veux, pour modèle de ta Vénitienne amenée au vieillard. » « Toutes les femmes qui aiment sont angéliques, » dit Michel Chrestien. En ce moment, Raoul Nathan se précipita sur Lucien avec une furie d'amitié, lui prit les mains et les lui serra. « Mon bon ami, non seulement vous êtes un grand homme, mais encore vous avez du cœur, ce qui est aujourd'hui plus rare que le génie, dit-il. Vous êtes dévoué à vos amis. Enfin, je suis à vous à la vie, à la mort. Et n'oublierai jamais ce que vous avez fait cette semaine pour moi. » Lucien, au comble de la joie, en se voyant pateliné par un homme dont s'occupait la renommée, regarda ses 3 amis du Cénacle avec une sorte de supériorité. Cette entrée de Nathan était due à la communication que Merlin lui avait faite de l'épreuve de l'article en faveur de son livre et qui paraissait dans le journal du lendemain. « Je n'ai consenti à écrire l'attaque, » répondit Lucien à l'oreille de Nathan, qu'à la condition d'y répondre moi-même. Je suis des vôtres. Il revint à ses 3 amis du Cénacle, enchanté d'une circonstance qui justifiait la phrase de laquelle avait ri Fulgence. « Vienne le livre de d'Arthez, et je suis en position de lui être utile. Cette chance seule m'engagerait à rester dans les journaux. »« Y es-tu libre ?» dit Michel. « Autant qu'on peut l'être quand on est indispensable, » répondit Lucien avec une fausse modestie. Vers minuit, les convives furent attablés et l'orgie commença. Les discours furent plus libres chez Lucien que chez Matifat, car personne ne soupçonna la divergence de sentiments qui existait entre les 3 députés du Cénacle et les représentants des journaux. Ces jeunes esprits, si dépravés par l'habitude du pour et du contre, en vinrent aux prises et se renvoyèrent les plus terribles axiomes de la jurisprudence qu'enfantait alors le journalisme. Claude Vignon, qui voulait conserver à la critique un caractère auguste, s'éleva contre la tendance des petits journaux vers la personnalité, disant que, plus tard, les écrivains arriveraient à se déconsidérer eux-mêmes. Lousteau, Merlin et Finot prirent alors ouvertement la défense de ce système, appelé dans l'argot du journalisme la blague, en soutenant que ce serait comme un poinçon à l'aide duquel on marquerait le talent. « Tous ceux qui résisteront à cette épreuve seront des hommes réellement forts, » dit Lousteau. « D'ailleurs, » s'écria Merlin, « pendant les ovations des grands hommes, il faut autour d'eux, comme autour des triomphateurs romains, un concert d'injures. »« Et, » dit Lucien, « tous ceux de qui l'on se moquera croiront à leur triomphe. »« Ne dirait-on pas que cela te regarde ?» s'écria Finot. « Et nos sonnets ?» dit Michel Chrestien. « Ne nous vaudrait-il pas le triomphe de Pétrarque ?»« L'or
L'or y est déjà pour quelque chose, dit Doria, dont le calembour excita des acclamations générales. Faciamus experimentum in anima vili, répondit Lucien en souriant. Et malheur à ceux que le journal ne discutera pas, et auxquels il jettera des couronnes à leur début. Ceux-là seront relégués comme des saints dans leur niche, et personne n'y fera plus la moindre attention, dit Vernou. On leur dira, comme Chansonnette au marquis de Genlis, qui regardait trop amoureusement sa femme, « Passez, bonhomme, on vous a déjà donné », dit Blondet. « En France, le succès tue, » dit Finot. « Nous y sommes trop jaloux les uns des autres pour ne pas vouloir oublier et faire oublier les triomphes d'autrui. » « C'est en effet la contradiction qui donne la vie en littérature, » dit Claude Vignon. « Comme dans la nature, où elle résulte de deux principes qui se combattent, » s'écria Fulgence. « Le triomphe de l'un sur l'autre est la mort. »« Comme en politique, » ajouta Michel Chrestien. « Nous venons de le prouver, » dit Lousteau. « Doria vendra cette semaine 2000 exemplaires du livre de Nathan. Pourquoi ? Le livre attaqué sera bien défendu. » « Comment un article semblable, dit Merlin en prenant l'épreuve de son journal du lendemain, n'enlèverait-il pas à une édition ? »« Lisez-moi l'article, dit Doria. Je suis libraire partout, même en soupant. » Merlin lut le triomphant article de Lucien, qui fut applaudi par toute l'assemblée. « Cet article aurait-il pu se faire sans le premier ? Demanda Lousteau. Doria tira de sa poche l'épreuve du 3e article et le lut. Finot suivit avec attention la lecture de cet article destiné au second numéro de sa revue, et, en sa qualité de rédacteur en chef, il exagéra son enthousiasme. « Messieurs, dit-il, si Bossuet vivait dans notre siècle, il n'eût pas écrit autrement. »« Je le crois bien, dit Merlin, Bossuet aujourd'hui serait journaliste. »« À Bossuet 2, dit Claude Vignon en élevant son verre et saluant ironiquement Lucien. « À mon Christophe Colomb, répondit Lucien en portant un toast à Doria. « Bravo, cria Nathan. « Est-ce un surnom ? Demanda méchamment Merlin en regardant à la fois Finot et Lucien. « Si vous continuez ainsi, dit Doria, nous ne pourrons pas vous suivre, et ces messieurs, ajouta-t-il en montrant Matifat et Camusot, ne vous comprendront plus. La plaisanterie est comme le coton qui, filé trop fin, casse, a dit Bonaparte. Messieurs, dit Lousteau, nous sommes témoins d'un fait grave, inconcevable, inouï, vraiment surprenant. N'admirez-vous pas la rapidité avec laquelle notre ami s'est changé de provincial en journaliste ? Il était né journaliste, dit Doria. Mes enfants, dit alors Finot en se levant et tenant une bouteille de vin de champagne à la main, nous avons protégé tous, et tous encouragé les débuts de notre amphitryon dans la carrière où il a surpassé nos espérances. En 2 mois, il a fait ses preuves par les beaux articles que nous connaissons. Je propose de le baptiser journaliste authentiquement. Une couronne de roses afin de constater sa double victoire, cria Bixiou en regardant Coralie. Coralie fit un signe à Bérénice qui alla chercher de vieilles fleurs artificielles dans les cartons de l'actrice. Une couronne de roses fut bientôt tressée dès que la grosse femme de chambre eut apporté des fleurs avec lesquelles se parèrent grotesquement ceux qui se trouvaient les plus ivres. Finot, le grand prêtre, versa quelques gouttes de vin de champagne sur la belle tête blonde de Lucien en prononçant avec une délicieuse gravité ces paroles sacramentales. « Au nom du timbre, du cautionnement et de l'amende, je te baptise journaliste. Que tes articles te soient légers. »« Et payés sans déduction des blancs, » dit Merlin. En ce moment, Lucien aperçut les visages attristés de Michel Chrestien, de Joseph Bridau et de Fulgence Ridal, qui prirent leurs chapeaux et sortirent au milieu d'un hurrah d'imprécations. « Voilà de singuliers chrétiens, » dit Merlin. « Fulgence était un bon garçon, » reprit Lousteau, « mais ils l'ont perverti de morale. »« Qui ?» demanda Claude Vignon. « Des jeunes hommes graves qui s'assemblent dans un musico-philosophique et religieux de la rue des Quatre Vents, où l'on s'inquiète du sens général de l'humanité, » répondit Blondet. « Oh, oh, oh !
On y cherche à savoir si elle tourne sur elle-même, dit Blondet en continuant, ou si elle est en progrès. Ils étaient très embarrassés entre la ligne droite et la ligne courbe. Ils trouvaient un non-sens au triangle biblique, et il leur est alors apparu je ne sais quel prophète qui s'est prononcé pour la spirale. Des hommes réunis peuvent inventer des bêtises plus dangereuses, s'écria Lucien qui voulut défendre le cénacle. Tu prends ces théories-là pour des paroles oiseuses, dit Félicien Vernou. Mais il vient un moment où elles se transforment en coups de fusil ou en guillotine. Ils n'en sont encore, dit Bixiou, qu'à chercher la pensée providentielle du vin de champagne, le sens humanitaire des pantalons et la petite bête qui fait aller le monde. Ils ramassent des grands hommes tombés comme Vico, Saint-Simon, Fourier. J'ai bien peur qu'ils ne tournent la tête à mon pauvre Joseph Bridau. Y enseigne-t-on la gymnastique et l'orthopédie des esprits demanda Merlin. Ça se pourrait, répondit Finot. Rastignac m'a dit que Bianchon donnait dans ses rêveries. Leur chef visible n'est-il pas d'Arthez dit Nathan, un petit jeune homme qui doit nous avaler tous. C'est un homme de génie, s'écria Lucien. J'aime mieux un verre de vin de Xérès, dit Claude Vignon en souriant. En ce moment, chacun expliquait son caractère à son voisin. Quand les gens d'esprit en arrivent à vouloir s'expliquer eux-mêmes, à donner la clé de leur cœur, il est sûr que l'ivresse les a pris en croupe. 1 heure après, tous les convives, devenus les meilleurs amis du monde, se traitaient de grands hommes, d'hommes forts, de gens à qui l'avenir appartenait. Lucien, en qualité de maître de maison, avait conservé quelque lucidité dans l'esprit. Il écouta des sophismes qui le frappèrent et achevèrent l'œuvre de sa démoralisation. « Mes enfants, dit Finot, le Parti libéral est obligé de raviver sa polémique, car il n'a rien à dire en ce moment contre le gouvernement, et vous comprenez dans quel embarras se trouve alors l'opposition. Qui de vous veut écrire une brochure pour demander le rétablissement du droit d'aînesse, afin de faire crier contre les desseins secrets de la cour? La brochure sera bien payée. »« Moi, dit Hector Merlin, c'est dans mes opinions. »« Ton parti dirait que tu le compromets, répliqua Finot. Félicien, charge-toi de cette brochure. Doria l'éditera, nous garderons le secret. »« Combien donne-t-on » dit Vernou. 600 francs. Tu signeras le comte C. Ça va, dit Vernou. Vous allez donc élever le canard jusqu'à la politique, reprit Lousteau. C'est l'affaire de Chabot transportée dans la sphère des idées, reprit Finot. On attribue des intentions au gouvernement et l'on déchaîne contre lui l'opinion publique. Je serai toujours dans le plus profond étonnement de voir un gouvernement abandonnant la direction des idées à de drôles comme nous autres, dit Claude Vignon. Si le ministère commet la sottise de descendre dans l'arène, reprit Finot, on le mène tambour battant. S'il se pique, on envenime la question, on désaffectionne les masses. Le journal ne risque jamais rien, là où le pouvoir a toujours tout à perdre. La France est annulée jusqu'au jour où le journal sera mis hors la loi, reprit Claude Vignon. Vous faites d'heure en heure des progrès, dit-il à Finot. Vous serez les jésuites, moins la foi, la pensée fixe, la discipline et l'union. Chacun regagna les tables de jeu. Les lueurs de l'aurore firent bientôt pâlir les bougies. Tes amis de la rue des 80 étaient tristes comme des condamnés à mort, dit Coralie à son amant. Ils étaient les juges, répondit le poète. Les juges sont plus amusants que ça, dit Coralie. Lucien vit pendant 1 mois son temps pris par des soupers, des dîners, des déjeuners, des soirées, et fut entraîné par un courant invincible dans un tourbillon de plaisirs et de travaux faciles. Il ne calcula plus. La puissance du travail au milieu des complications de la vie est le sceau de grande volonté que les poètes, les gens faibles ou purement spirituels, ne contrefont jamais. Comme la plupart des journalistes, Lucien vécut au jour le jour, dépensant son argent à mesure qu'il le gagnait, ne songeant point aux charges périodiques de la vie parisienne, si écrasantes pour ces bohémiens. Sa mise et sa tournure rivalisaient avec celles des dandys les plus célèbres. Coralie aimait, comme tous les fanatiques, à parer son idole. Elle se ruina pour donner à son cher poète cet élégant mobilier des élégants
qu'il avait tant désiré pendant sa première promenade aux Tuileries. Lucien eut alors des cannes merveilleuses, une charmante lorgnette, des boutons en diamant, des anneaux pour ses cravates du matin, des bagues à la chevalière, enfin des gilets mirifiques en assez grand nombre pour pouvoir assortir les couleurs de sa mise. Il passa bientôt dandy. Le jour où il se rendit à l'invitation du diplomate allemand, sa métamorphose excita une sorte d'envie contenue chez les jeunes gens qui s'y trouvèrent et qui tenaient le haut du pavé dans le royaume de la fashion, tels que de Marsay, Vandenesse, Ajuda Pinto, Maxime de Trailles, Rastignac, le duc de Maufrigneuse, Beau de Nord, Manerville, etc. Les hommes du monde sont jaloux entre eux, à la manière des femmes. La comtesse de Montcornet et la marquise d'Espard, pour qui le dîner se donnait, eurent Lucien entre elles, et le comblèrent de coquetterie. « Pourquoi donc avez-vous quitté le monde ?» lui demanda la marquise. « Il était si disposé à vous bien accueillir, à vous fêter. J'ai une querelle à vous faire. Vous me deviez une visite, et je l'attends encore. Je vous ai aperçu l'autre jour à l'opéra. Vous n'avez pas daigné venir me voir ni me saluer. Votre cousine, madame, m'a si positivement signifié mon congé. Vous ne connaissez pas les femmes, répondit madame d'Espard en interrompant Lucien. Vous avez blessé le cœur le plus angélique et l'âme la plus noble que je connaisse. Vous ignorez tout ce que Louise voulait faire pour vous, et combien elle mettait de finesse dans son plan. Oh, elle eût réussi, fit-elle à une muette dénégation de Lucien. Son mari, qui maintenant est mort, comme il devait mourir, d'une indigestion, n'allait-il pas lui rendre, tôt ou tard, sa liberté? Croyez-vous qu'elle voulût être Madame Chardon? Le titre de comtesse de Rubempré valait bien la peine d'être conquis. Voyez-vous, l'amour est une grande vanité qui doit s'accorder, surtout en mariage avec toutes les autres vanités. Je vous aimerais à la folie, c'est-à-dire assez pour vous épouser, il me serait très dur de m'appeler Madame Chardon. Convenez-en. Maintenant, vous avez vu les difficultés de la vie à Paris. Vous savez combien de détours il faut faire pour arriver au but. Eh bien, avouez que pour un inconnu sans fortune, Louise aspirait à une faveur presque impossible. Elle devait donc ne rien négliger. Vous avez beaucoup d'esprit, mais quand nous aimons, nous en avons encore plus que l'homme le plus spirituel. Ma cousine voulait employer ce ridicule Châtelet. Je vous dois des plaisirs. Vos articles contre lui m'ont fait bien rire, dit-elle en s'interrompant. Lucien ne savait plus que penser. Initié aux trahisons et aux perfidies du journalisme, il ignorait celles du monde. Aussi, malgré sa perspicacité, devait-il y recevoir de rudes leçons. « Comment, madame, dit le poète, dont la curiosité fut vivement éveillée, ne protégez-vous pas le héron ? Mais dans le monde on est forcé de faire des politesses à ses plus cruels ennemis, de paraître s'amuser avec les ennuyeux, et souvent on sacrifie en apparence ses amis pour les mieux servir. Vous êtes donc encore bien neuf ? Comment, vous qui voulez écrire, vous ignorez les tromperies courantes du monde ? Si ma cousine a semblé vous sacrifier au héron, ne le fallait-il pas pour mettre cette influence à profit pour vous ? Car notre homme est très bien vu par le ministère actuel. Aussi, lui avons-nous démontré que, jusqu'à un certain point, vos attaques le servaient, afin de pouvoir vous raccommoder tous deux un jour. On a dédommagé Châtelet de vos persécutions. Comme le disaient des Lupeaulx au ministre, pendant que les journaux tournent Châtelet en ridicule, ils laissent en repos le ministère. Monsieur Blondet m'a fait espérer que j'aurais le plaisir de vous voir chez moi, dit la comtesse de Montcornet pendant le temps que la marquise abandonna Lucien à ses réflexions. Vous y trouverez quelques artistes, des écrivains et une femme qui a le plus vif désir de vous connaître, mademoiselle Destouches, un de ces talents rares parmi notre sexe, et chez qui sans doute vous irez. Mademoiselle Destouches, Camille Maupin si vous voulez, a l'un des salons les plus remarquables de Paris. Elle est prodigieusement riche. On lui a dit que vous êtes aussi beau que spirituel. Elle se meurt d'envie de vous voir. Lucien ne put que se confondre en remerciements et jeta sur Blondet un regard d'envie.
Il y avait autant de différence entre une femme du genre et de la qualité de la comtesse de Montcornet et Coralie qu'entre Coralie et une fille des rues. Cette comtesse, jeune, belle et spirituelle, avait, pour beauté spéciale, la blancheur excessive des femmes du Nord. Sa mère était née princesse Scherbeloff. Aussi, le ministre, avant le dîner, lui avait-il prodigué ses plus respectueuses attentions. La marquise avait alors achevé de sucer dédaigneusement une aile de poulet. « Ma pauvre Louise, dit-elle à Lucien, avait tant d'affection pour vous. J'étais dans la confidence du bel avenir qu'elle rêvait pour vous. Elle aurait supporté bien des choses, mais quel mépris vous lui avez marqué en lui renvoyant ces lettres. Nous pardonnons les cruautés, il faut encore croire en nous pour nous blesser, mais l'indifférence est comme la glace d'épaule, elle étouffe tout. Allons, convenez-en. Vous avez perdu des trésors par votre faute. Pourquoi rompre? Quand même vous eussiez été dédaigné, n'avez-vous pas votre fortune à faire, votre nom à reconquérir? Louise pensait à tout cela. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Répondit Lucien. Eh, mon Dieu, c'est moi qui lui ai donné le conseil de ne pas vous mettre dans sa confidence. Tenez, entre nous, en vous voyant si peu fait au monde, je vous craignais. J'avais peur que votre inexpérience, votre ardeur étourdie, ne détruisissent ou ne dérangeassent ses calculs et nos plans. Pouvez-vous maintenant vous souvenir de vous-même? Avouez-le, vous seriez de mon opinion en voyant aujourd'hui votre sosie. Vous ne vous ressemblez plus. Là est le seul tort que nous ayons eu. Mais en 1000, se rencontre-t-il un homme qui réunisse à tant d'esprit une si merveilleuse aptitude à prendre l'unisson? Je n'ai pas cru que vous fussiez une si surprenante exception. Vous vous êtes métamorphosé si promptement, vous vous êtes si facilement initié aux façons parisiennes, que je ne vous ai pas reconnu au bois de Boulogne il y a un mois. Lucien écoutait cette grande dame avec un plaisir inexprimable. Elle joignait à ses paroles flatteuses un air si confiant, si mutin, si naïf. Elle paraissait s'intéresser à lui si profondément qu'il crut à quelque prodige semblable à celui de sa première soirée au Panorama Dramatique. Depuis cet heureux soir, tout le monde lui souriait. Il attribuait à sa jeunesse une puissance talismanique. Il voulut alors éprouver la marquise en se promettant de ne pas se laisser surprendre. Quels étaient donc, madame, ces plans devenus aujourd'hui des chimères? Louise voulait obtenir du roi une ordonnance qui vous permît de porter le nom et le titre de Rubempré. Elle voulait enterrer le Chardon. Ce premier succès, si facile à obtenir alors, et que maintenant vos opinions rendent presque impossible, était pour vous une fortune. Vous traiterez ces idées de vision et de bagatelle, mais nous savons un peu la vie, et nous connaissons tout ce qu'il y a de solide dans un titre de comte porté par un élégant, par un ravissant jeune homme. Annoncez ici, devant quelques jeunes Anglaises millionnaires ou devant des héritières, Monsieur Chardon ou Monsieur le comte de Rubempré. Il se ferait deux mouvements bien différents. Fût-il endetté, le comte trouverait les cœurs ouverts, sa beauté mise en lumière serait comme un diamant dans une riche monture. Monsieur Chardon ne serait pas seulement remarqué. Nous n'avons pas créé ces idées, nous les trouvons régnant partout, même parmi les bourgeois. Vous tournez en ce moment le dos à la fortune. Regardez ce joli jeune homme, le vicomte Félix de Vandenesse. Il est un des 2 secrétaires particuliers du roi. Le roi aime assez les jeunes gens de talent, et celui-là, quand il est arrivé de sa province, n'avait pas un bagage plus lourd que le vôtre. Vous avez 1000 fois plus d'esprit que lui. Mais appartenez-vous à une grande famille? Avez-vous un nom? Vous connaissez des Lupeaulx. Son nom ressemble au vôtre. Il se nomme Chardin. Mais il ne vendrait pas pour 1 million sa métairie des Lupeaulx. Il sera quelque jour comte des Lupeaulx, et son petit-fils deviendra peut-être un grand seigneur. Si vous continuez à marcher dans la fausse voie où vous vous êtes engagé, vous êtes perdu. Voyez combien monsieur Émile Blondet est plus sage que vous. Il est dans un journal qui soutient le pouvoir.
Il est bien vu par toutes les puissances du jour. Il peut sans danger se mêler avec les libéraux. Il pense bien. Aussi parviendra-t-il tôt ou tard, mais il a su choisir et son opinion et ses protections. Cette jolie personne, votre voisine, est une demoiselle de Troisville qui a 2 pairs de France et 2 députés dans sa famille. Elle a fait un riche mariage à cause de son nom. Elle reçoit beaucoup, elle aura de l'influence et remuera le monde politique pour ce petit monsieur Émile Blondet. À quoi vous mène une Coralie ? À vous trouver perdu de dettes et fatigué de plaisir dans quelques années d'ici. Vous placez mal votre amour et vous arrangez mal votre vie. Voilà ce que me disait l'autre jour à l'opéra la femme que vous prenez plaisir à blesser. En déplorant l'abus que vous faites de votre talent et de votre belle jeunesse, elle ne s'occupait pas d'elle, mais de vous. « Ah, si vous disiez vrai, madame !» s'écria Lucien. « Quel intérêt verriez-vous à des mensonges ?» fit la marquise en jetant sur Lucien un regard hautain et froid qui le replongea dans le néant. Lucien, interdit, ne reprit pas la conversation. La marquise, offensée, ne lui parla plus. Il fut piqué, mais il reconnut qu'il y avait eu de sa part maladresse et se promit de la réparer. Il se tourna vers madame de Montcornet et lui parla de Blondet en exaltant le mérite de ce jeune écrivain. Il fut bien reçu par la comtesse qui l'invita, sur un signe de madame d'Espard, à sa prochaine soirée, en lui demandant s'il n'y verrait pas avec plaisir madame de Bargeton qui, malgré son deuil, y viendrait. Il ne s'agissait pas d'une grande soirée, c'était sa réunion des petits jours. On serait entre amis. « Madame la marquise, dit Lucien, prétend que tous les torts sont de mon côté. N'est-ce pas à sa cousine à être bonne pour moi ? Faites cesser les attaques ridicules dont elle est l'objet, qui d'ailleurs la compromettent fortement avec un homme de qui elle se moque, et vous aurez bientôt signé la paix. Vous vous êtes cru joué par elle, m'a-t-on dit. Moi je l'ai vue bien triste de votre abandon. Est-il vrai qu'elle ait quitté sa province avec vous et pour vous ? Lucien regarda la comtesse en souriant, sans oser répondre. Comment pouviez-vous vous défier d'une femme qui vous faisait de tels sacrifices ? Et d'ailleurs, belle et spirituelle comme elle l'est, elle devait être aimée quand même. Madame de Bargeton vous aimait moins pour vous que pour vos talents. Croyez-moi, les femmes aiment l'esprit avant d'aimer la beauté, dit-elle en regardant Émile Blondet à la dérobée. Lucien reconnut dans l'hôtel du ministre les différences qui existent entre le grand monde et le monde exceptionnel où il vivait depuis quelque temps. Ces 2 magnificences n'avaient aucune similitude, aucun point de contact. La hauteur et la disposition des pièces dans cet appartement, l'un des plus riches du faubourg Saint-Germain, les vieilles dorures des salons, l'ampleur des décorations, la richesse sérieuse des accessoires, tout lui était étranger, nouveau. Mais l'habitude si promptement prise des choses de luxe empêcha Lucien de paraître étonné. Sa contenance fut aussi éloignée de l'assurance et de la fatuité que de la complaisance et de la servilité. Le poète eut bonne façon et plut à ceux qui n'avaient aucune raison de lui être hostiles, comme les jeunes gens à qui sa soudaine introduction dans le grand monde, ses succès et sa beauté donnèrent de la jalousie. En sortant de table, il offrit le bras à madame d'Espard, qui l'accepta. En voyant Lucien courtisé par la marquise d'Espard, Rastignac vint se recommander de leur compatriotisme et lui rappeler leur première entrevue chez madame du Val-Noble. Le jeune noble parut vouloir se lier avec le grand homme de sa province en l'invitant à venir déjeuner chez lui quelques matins et s'offrant à lui faire connaître les jeunes gens à la mode. Lucien accepta cette proposition. « Le cher Blondet en sera, » dit Rastignac. Le ministre vint se joindre au groupe formé par le marquis de Ronquerolles, le duc de Rhétoré, de Marsay, le général Montriveau, Rastignac et Lucien. « Très bien, dit-il à Lucien avec la bonhomie allemande sous laquelle il cachait sa redoutable finesse. Vous avez fait la paix avec madame d'Espard. Elle est enchantée de vous, et nous savons tous, dit-il en regardant les hommes à la ronde, combien il est difficile de lui plaire. » « Oui,
Mais elle adore l'esprit, dit Rastignac, et mon illustre compatriote en vend. Il ne tardera pas à reconnaître le mauvais commerce qu'il fait, dit vivement Blondet. Il nous viendra, ce sera bientôt un des nôtres. Il y eut autour de Lucien un chorus sur ce thème. Les hommes sérieux lancèrent quelques phrases profondes d'un ton despotique. Les jeunes gens plaisantèrent du parti libéral. « Il a, je suis sûr, dit Blondet, tiré à pile ou face pour la gauche ou la droite. Mais il va maintenant en choisir. » Lucien se mit à rire en se souvenant de sa scène au Luxembourg avec Lousteau. « Il a pris pour Cornac, dit Blondet en continuant, un Étienne Lousteau, un bretteur de petit journal, qui voit une pièce de 100 sous dans une colonne, dont la politique consiste à croire au retour de Napoléon, et, ce qui me semble encore plus niais, à la reconnaissance, au patriotisme de messieurs du côté gauche. Comme Rubempré, les penchants de Lucien doivent être aristocrates. Comme journaliste, il doit être comme le pouvoir, où il ne sera jamais ni Rubempré, ni secrétaire général. Lucien, à qui le diplomate proposa une carte pour jouer le whist, excita la plus grande surprise quand il avoua ne pas savoir le jeu. « Mon ami, lui dit à l'oreille Rastignac, arrivez de bonne heure chez moi, le jour où vous y viendrez faire un méchant déjeuner. Je vous apprendrai le whist. Vous déshonorez notre royale ville d'Angoulême, et je répéterai un mot de monsieur de Talleyrand en vous disant que, si vous ne savez pas ce jeu-là, vous vous préparez une vieillesse très malheureuse. » On annonça des Lupeaulx, un maître des requêtes en faveur et qui rendait des services secrets au ministère. Homme fin et ambitieux qui se coulait partout. Il salua Lucien, avec lequel il s'était déjà rencontré chez madame de Valnoble, et il y eut dans son salut un semblant d'amitié qui devait tromper Lucien. En trouvant là le jeune journaliste, cet homme qui se faisait en politique ami de tout le monde, afin de n'être pris au dépourvu par personne, comprit que Lucien allait obtenir dans le monde autant de succès que dans la littérature. Il vit un ambitieux en ce poète, et il l'enveloppa de protestations, de témoignages d'amitié, d'intérêt, de manière à vieillir leur connaissance et tromper Lucien sur la valeur de ses promesses et de ses paroles. Des Lupeaulx avaient pour principe de bien connaître ceux dont ils voulaient se défaire, quand ils trouvaient en eux des rivaux. Ainsi, Lucien fut bien accueilli par le monde. Il comprit tout ce qu'il devait au duc de Rhétoré, au ministre, à madame d'Espard, à madame de Montcornet. Il alla causer avec chacune de ces femmes pendant quelques moments avant de partir, et déploya pour elles toute la grâce de son esprit. « Quelle fatuité !» dit des Lupeaulx à la marquise quand Lucien la quitta. « Et il se gâtera avant d'être mûr », dit à la marquise de Marsay en souriant. « Vous devez avoir des raisons cachées pour lui tourner ainsi la tête. » Lucien trouva Coralie au fond de sa voiture dans la cour. Elle était venue l'attendre. Il fut touché de cette attention et lui raconta sa soirée. À son grand étonnement, l'actrice approuva les nouvelles idées qui trottaient déjà dans la tête de Lucien et l'engagea fortement à s'enrôler sous la bannière ministérielle. « Tu n'as que des coups à gagner avec les libéraux. Ils conspirent. Ils ont tué le duc de Berry. Renverseront-ils le gouvernement ? Jamais. Par eux, tu n'arriveras à rien. Tandis que, de l'autre côté, tu deviendras comte de Rubempré. Tu peux rendre des services, être nommé pair de France, épouser une femme riche. Sois ultra. D'ailleurs, c'est bon genre, ajouta-t-elle en lançant le mot qui, pour elle, était la raison suprême. La Valnoble, chez qui je suis allée dîner, m'a dit que Théodore Gaillard fondait décidément son petit journal royaliste appelé Le Réveil, afin de riposter aux plaisanteries du Vôtre et du Miroir. À l'entendre, M. de Villèle et son parti seront au ministère avant 1 an. Tâche de profiter de ce changement en te mettant avec eux, pendant qu'ils ne sont rien encore. Mais ne dis rien à Étienne ni à tes amis qui seraient capables de te jouer quelque mauvais tour. 8 jours après,
Lucien se présenta chez madame de Montcornet, où il éprouva la plus violente agitation en revoyant la femme qu'il avait tant aimée, et à laquelle sa plaisanterie avait percé le cœur. Louise aussi s'était métamorphosée. Elle était redevenue ce qu'elle eût été sans son séjour en province, grande dame. Il y avait dans son deuil une grâce et une recherche qui annonçaient une veuve heureuse. Lucien crut être pour quelque chose dans cette coquetterie, et il ne se trompait pas. Mais il avait, comme un ogre, goûté la chair fraîche. Il resta pendant toute cette soirée indécis entre la belle, l'amoureuse, la voluptueuse Coralie, et la sèche, la hautaine, la cruelle Louise. Il ne sut pas prendre un parti, sacrifier l'actrice à la grande dame. Ce sacrifice, madame de Bargeton, qui ressentait alors de l'amour pour Lucien en le voyant si spirituel et si beau, l'attendit pendant toute la soirée. Elle en fut pour ses frais, pour ses paroles insidieuses, pour ses mines coquettes, et sortit du salon avec un irrévocable désir de vengeance. « Eh bien, cher Lucien, dit-elle avec une bonté pleine de grâce parisienne et de noblesse, vous devriez être mon orgueil, et vous m'avez prise pour votre première victime. Je vous ai pardonné, mon enfant, en songeant qu'il y avait un reste d'amour dans une pareille vengeance. » Madame de Bargeton reprenait sa position par cette phrase accompagnée d'un air royal. Lucien, qui croyait avoir 1000 fois raison, se trouvait avoir tort. Il ne fut question ni de la terrible lettre d'adieu par laquelle il avait rompu, ni des motifs de la rupture. Les femmes du grand monde ont un talent merveilleux pour amoindrir leurs torts en plaisantant. Elles peuvent et savent tout effacer par un sourire, par une question qui joue la surprise. Elles ne se souviennent de rien, elles expliquent tout, elles s'étonnent, elles interrogent, elles commentent, elles amplifient, elles querellent et finissent par enlever leurs torts comme on enlève une tache par un petit savonnage. Vous les saviez noires ? Elles deviennent en un moment blanches et innocentes. Quant à vous, vous êtes bien heureux de ne pas vous trouver coupable de quelque crime irrémissible. En un moment, Lucien et Louise avaient repris leurs illusions sur eux-mêmes, parlaient le langage de l'amitié. Mais Lucien, ivre de vanité satisfaite, ivre de Coralie, qui, disons-le, lui rendait la vie facile, ne sut pas répondre nettement à ce mot que Louise accompagna d'un soupir d'hésitation. « Êtes-vous heureux ?» Un nom mélancolique eût fait sa fortune. Il crut être spirituel en expliquant Coralie. Il se dit aimé pour lui-même. Enfin, toutes les bêtises de l'homme épris. Madame de Bargeton se mordit les lèvres. Tout fut dit. Madame d'Espard vint auprès de sa cousine avec madame de Montcornet. Lucien se vit, pour ainsi dire, le héros de la soirée. Il fut caressé, câliné, fêté par ces 3 femmes qui l'entortillèrent avec un art infini. Son succès dans ce beau et brillant monde ne fut donc pas moindre qu'au sein du journalisme. La belle mademoiselle des Touches, si célèbre sous le nom de Camille Maupin, et à qui mesdames d'Espard et de Bargeton présentèrent Lucien, l'invita pour l'un de ses mercredis à dîner et parut ému de cette beauté si justement fameuse. Lucien essaya de prouver qu'il était encore plus spirituel que beau. Mademoiselle des Touches exprima son admiration avec cette naïveté d'enjouement et cette jolie fureur d'amitié superficielle à laquelle se prennent tous ceux qui ne connaissent pas à fond la vie parisienne, où l'habitude et la continuité des jouissances rendent si avide de la nouveauté. « Si je lui plaisais autant qu'elle me plaît, dit Lucien à Rastignac et à de Marsay, nous abrégerions le roman. »« Vous savez l'un et l'autre trop bien les écrire pour vouloir en faire, » répondit Rastignac. « Entre auteurs, peut-on jamais s'aimer ? Il arrive toujours un certain moment où l'on se dit de petits mots piquants. »« Vous ne feriez pas un mauvais rêve, » lui dit en riant de Marsay. « Cette charmante fille a 30 ans, il est vrai. Mais elle a près de 40 000 livres de rente. Elle est adorablement capricieuse, et le caractère de sa beauté doit se soutenir fort longtemps. Coralie est une petite sotte, mon cher, bonne pour vous poser.
car il ne faut pas qu'un joli garçon reste sans maîtresse. Mais si vous ne faites pas quelques belles conquêtes dans le monde, l'actrice vous nuirait à la longue. Allons, mon cher, supplantez Conti qui va chanter avec Camille Maupin. De tout temps, la poésie a eu le pas sur la musique. » Quand Lucien entendit mademoiselle Destouches et Conti, ses espérances s'envolèrent. « Conti chante trop bien, » dit-il à des Lupeaulx. Lucien revint à madame de Bargeton, qui l'emmena dans le salon où était la marquise d'Espard. « Eh bien, ne voulez-vous pas vous intéresser à lui ?» dit madame de Bargeton à sa cousine. « Mais monsieur Chardon, » dit la marquise d'un air à la fois impertinent et doux, « doit se mettre en position d'être patronné sans inconvénient pour obtenir l'ordonnance qui lui permettra de quitter le misérable nom de son père pour celui de sa mère. Ne doit-il pas être au moins des nôtres ? » « Avant 2 mois, j'aurai tout arrangé, » dit Lucien. « Eh bien, » dit la marquise, « je verrai mon père et mon oncle, qui sont de service auprès du roi. Ils en parleront au chancelier. » Le diplomate et ses 2 femmes avaient bien deviné l'endroit sensible chez Lucien. Ce poète, ravi des splendeurs aristocratiques, ressentait des mortifications indicibles à s'entendre appeler Chardon, quand il voyait n'entrer dans les salons que des hommes portant des noms sonores, enchâssés dans des titres. Cette douleur se répéta partout où il se produisit pendant quelques jours. Il éprouvait d'ailleurs une sensation tout aussi désagréable en redescendant aux affaires de son métier, après être allé la veille dans le grand monde, où il se montrait convenablement avec l'équipage et les gens de Coralie. Il apprit à monter à cheval pour pouvoir galoper à la portière des voitures de madame d'Espard, de mademoiselle Destouches et de la comtesse de Montcornet, privilège qu'il avait tant envié à son arrivée à Paris. Finot fut enchanté de procurer à son rédacteur essentiel une entrée de faveur à l'opéra. Lucien appartint dès lors au monde spécial des élégants de cette époque. Il rendit à Rastignac et à ses amis du monde un splendide déjeuner. Mais il commit la faute de le donner chez Coralie. Lucien était trop jeune, trop poète et trop confiant pour connaître certaines nuances. Une actrice, excellente fille, mais sans éducation, pouvait-elle lui apprendre la vie ? Le provincial prouva de la manière la plus évidente à ces jeunes gens, pleins de mauvaises dispositions pour lui, cette collusion d'intérêts entre l'actrice et lui que tout jeune homme jalouse secrètement et que chacun flétrit. Celui qui le soir même en plaisanta le plus cruellement fut Rastignac, quoiqu'il se soutint dans le monde par des moyens pareils, mais en gardant si bien les apparences qu'il pouvait traiter la médisance de calomnie. Lucien avait promptement appris le whist. Le jeu devint une passion chez lui. Coralie, pour éviter toute rivalité, loin de désapprouver Lucien, favorisait ses dissipations avec l'aveuglement particulier aux sentiments entiers, qui ne voit jamais que le présent et qui sacrifie tout, même l'avenir, à la jouissance du moment. Le caractère de l'amour véritable offre de constantes similitudes avec l'enfance. Il en a l'irréflexion, l'imprudence, la dissipation, le rire et les pleurs. À cette époque florissait une société de jeunes gens riches et désœuvrés, appelés viveurs, et qui vivaient en effet, avec une incroyable insouciance, intrépides mangeurs, buveurs plus intrépides encore. Tous bourreaux d'argent et mêlant les plus rudes plaisanteries à cette existence, non pas folle, mais enragée, ils ne reculaient devant aucune impossibilité, se faisaient gloire de leurs méfaits, contenus néanmoins dans de certaines bornes. L'esprit le plus original couvrait leurs escapades. Il était impossible de ne pas les leur pardonner. Aucun fait n'accuse si hautement l'ilotisme auquel la Restauration avait condamné la jeunesse. Les jeunes gens, qui ne savaient à quoi employer leurs forces, ne les jetaient pas seulement dans le journalisme, dans les conspirations, dans la littérature et dans l'art, ils les dissipaient dans les plus étranges excès, tant il y avait de sève et de luxuriante puissance dans la jeune France. Travailleuse, cette belle jeunesse voulait le pouvoir et le plaisir.
Artiste, elle voulait des trésors. Oisive, elle voulait animer ses passions. De toute manière, elle voulait une place, et la politique ne lui en faisait nulle part. Les viveurs étaient des gens presque tous doués de facultés éminentes. Quelques-uns les ont perdus dans cette vie énervante, quelques autres y ont résisté. Le plus célèbre de ces viveurs, le plus spirituel, Rastignac, a fini par entrer, conduit par de Marsay, dans une carrière sérieuse où il s'est distingué. Les plaisanteries auxquelles ces jeunes gens se sont livrés sont devenues si fameuses qu'elles ont fourni le sujet de plusieurs vaudevilles. Lucien, lancé par Blondet dans cette société de dissipateurs, y brilla près de Bixiou, l'un des esprits les plus méchants et le plus infatigable railleur de ce temps. Pendant tout l'hiver, la vie de Lucien fut donc une longue ivresse coupée par les faciles travaux du journalisme. Il continua la série de ses petits articles et fit des efforts énormes pour produire de temps en temps quelques belles pages de critiques fortement pensées. Mais l'étude était une exception. Le poète ne s'y adonnait que contraint par la nécessité. Les déjeuners, les dîners, les parties de plaisir, les soirées du monde, le jeu prenaient tout son temps, et Coralie dévorait le reste. Lucien se défendait de songer au lendemain. Il voyait d'ailleurs ses prétendus amis se conduisant tous comme lui, défrayés par des prospectus de librairie chèrement payés, par des primes données à certains articles nécessaires aux spéculations hasardées, mangeant à même et peu soucieux de l'avenir. Une fois admis dans le journalisme et dans la littérature sur un pied d'égalité, Lucien aperçut des difficultés énormes à vaincre au cas où il voudrait s'élever. Chacun consentait à l'avoir pour égal, nul ne le voulait pour supérieur. Insensiblement, il renonça donc à la gloire littéraire en croyant la fortune politique plus facile à obtenir. L'intrigue soulève moins de passions contraires que le talent. Ces menées sourdes n'éveillent l'attention de personne, lui dit un jour Châtelet, avec qui Lucien s'était raccommodé. L'intrigue est d'ailleurs supérieure au talent. De rien, elle fait quelque chose, tandis que la plupart du temps, les immenses ressources du talent ne servent à rien. À travers cette vie abondante, pleine de luxe, où toujours le lendemain marchait sur les talons de la veille, au milieu d'une orgie, et ne trouvait point le travail promis, Lucien poursuivit donc sa pensée principale. Il était assidu dans le monde, il courtisait Madame de Bargeton, la marquise d'Espard, la comtesse de Montcornet, et ne manquait jamais une seule des soirées de mademoiselle Destouches. Il arrivait dans le monde avant une partie de plaisir, après quelques dîners donnés par les auteurs ou par les libraires. Il quittait les salons pour un souper, fruit de quelques paris. Les frais de la conversation parisienne et le jeu absorbaient le peu d'idées et de force que lui laissaient ses excès. Lucien n'eut plus alors cette lucidité d'esprit, cette froideur de tête nécessaire pour observer autour de lui, pour déployer le tact exquis que les parvenus doivent employer à tout instant. Il lui fut impossible de reconnaître les moments où Madame de Bargeton revenait à lui, s'éloignait blessée, lui faisait grâce ou le condamnait de nouveau. Châtelet aperçut les chances qui restaient à son rival et devint l'ami de Lucien pour le maintenir dans la dissipation où se perdaient ses forces. Rastignac, jaloux de son compatriote et qui trouvait d'ailleurs dans le baron un allié plus sûr et plus utile que Lucien, en épousa la cause. Aussi, quelques jours après l'entrevue du Pétrarque et de la Laure d'Angoulême, Rastignac avait-il réconcilié le poète et le vieux beau de l'Empire, au milieu d'un magnifique souper au rocher de Cancale. Lucien, qui rentrait toujours le matin et se levait au milieu de la journée, ne savait pas résister à un amour à domicile et toujours prêt. Ainsi, le ressort de sa volonté, sans cesse assoupli par une paresse qui le rendait indifférent aux belles résolutions prises dans les moments où il entrevoyait sa position sous son vrai jour, devint nul et ne répondit bientôt plus aux plus fortes pressions de la misère. Après avoir été très heureuse de voir Lucien s'amusant, après l'avoir encouragé
en voyant dans cette dissipation des gages pour la durée de son attachement et des liens dans les nécessités qu'elle créait, la douce et tendre Coralie eut le courage de recommander à son amant de ne pas oublier le travail, et fut plusieurs fois obligée de lui rappeler qu'il avait gagné peu de choses dans son mois. L'amant et la maîtresse s'endettèrent avec une effrayante rapidité. Les 1500 francs restant sur le prix des marguerites, les premiers 500 francs gagnés par Lucien avaient été promptement dévorés. En 3 mois, ces articles ne produisirent pas au poète plus de 1000 francs, et il crut avoir énormément travaillé. Mais Lucien avait adopté déjà la jurisprudence plaisante des viveurs sur les dettes. Les dettes sont jolies chez les jeunes gens de 25 ans. Plus tard, personne ne les pardonne. Il est à remarquer que certaines âmes, vraiment poétiques, mais où la volonté est faiblie, occupées à sentir pour rendre leurs sensations par des images, manquent essentiellement du sens moral qui doit accompagner toute observation. Les poètes aiment plutôt à recevoir en eux des impressions que d'entrer chez les autres y étudier le mécanisme des sentiments. Ainsi, Lucien ne demanda pas compte aux viveurs de ceux d'entre eux qui disparaissaient. Il ne vit pas l'avenir de ses prétendus amis, qui les uns avaient des héritages, les autres des espérances certaines, ceux-ci des talents reconnus, ceux-là la foi la plus intrépide en leur destinée et le dessein prémédité de tourner les lois. Lucien crut à son avenir en se fiant à ces axiomes profonds de Blondet. Tout finit par s'arranger. Rien ne se dérange chez les gens qui n'ont rien. Nous ne pouvons perdre que la fortune que nous cherchons. En allant avec le courant, on finit par arriver quelque part. Un homme d'esprit qui a pied dans le monde fait fortune quand il le veut. Cet hiver, rempli par tant de plaisir, fut nécessaire à Théodore Gaillard et à Hector Merlin pour trouver les capitaux qu'exigeait la fondation du Réveil, dont le premier numéro ne parut qu'en mars 1822. Cette affaire se traitait chez Madame du Val-Noble. Cette élégante et spirituelle courtisane qui disait, en montrant ses magnifiques appartements, « Voilà les contes des 1001 nuits », exerçait une certaine influence sur les banquiers, les grands seigneurs et les écrivains du parti royaliste, tous habitués à se réunir dans son salon pour traiter des affaires qui ne pouvaient être traitées que là. Hector Merlin, à qui la rédaction en chef du Réveil était promise, devait avoir pour bras droit Lucien, devenu son ami intime, et à qui le feuilleton d'un des journaux ministériels fut également promis. Ce changement de front dans la position de Lucien se préparait sourdement à travers les plaisirs de sa vie. Il se croyait un grand politique en dissimulant ce coup de théâtre, et comptait beaucoup sur les largesses ministérielles pour arranger ses comptes, pour dissiper les ennuis secrets de Coralie. L'actrice, toujours souriant, lui cachait sa détresse. Mais Bérénice, plus hardie, instruisait Lucien. Lucien, comme tous les poètes, s'apitoyait un moment sur les désastres. Il promettait de travailler, il oubliait sa promesse et noyait ce souci passager dans ses débauches. Le jour où Coralie apercevait des nuages sur le front de Lucien, elle grondait Bérénice et disait à son poète que tout se pacifiait. Madame d'Espard et Madame de Bargeton attendaient la conversion de Lucien pour faire demander au ministre par Châtelet l'ordonnance tant désirée par le poète. Lucien avait promis de dédier ses marguerites à la marquise d'Espard, qui paraissait très flattée d'une distinction que les auteurs ont rendue rare depuis qu'ils sont devenus un pouvoir. Quand Lucien allait le soir chez Doria et demandait où en était son livre, le libraire lui opposait d'excellentes raisons pour retarder la mise sous presse. Doria avait telle ou telle opération en train qui lui prenait tout son temps. L'advocat allait publier un nouveau volume de M. Hugo contre lequel il ne fallait pas se heurter. Les secondes méditations de M. de Lamartine étaient sous presse, et 2 importants recueils de poésie ne devaient pas se rencontrer. Lucien devait d'ailleurs se fier à l'habileté de son libraire. Cependant, les besoins de Lucien devenaient pressants, et il eut recours à Finot qui lui fit quelques avances sur des articles. Quand le soir, à souper,
Lucien, un peu triste, expliquait sa situation à ses amis les viveurs. Il noyait ses scrupules dans des flots de vin de champagne glacé de plaisanterie. Les dettes. Il n'y a pas d'homme fort sans dette. Les dettes représentent des besoins satisfaits, des vices exigeants. Un homme ne parvient que pressé par la main de fer de la nécessité. Aux grands hommes, le mont-de-piété reconnaissant, lui criait Blondet. Tout vouloir, c'est devoir tout, criait Bixiou. Non, tout devoir, c'est avoir eu tout, répondait des Lupeaulx. Les viveurs savaient prouver à cet enfant que ses dettes seraient l'aiguillon d'or avec lequel il piquerait les chevaux attelés au char de sa fortune. Puis, toujours, César avec ses 40 millions de dettes, et Frédéric II recevant de son père un ducat par mois, et toujours les fameux, les corrupteurs exemples des grands hommes montrés dans leur vice et non dans la toute-puissance de leur courage et de leur conception. Enfin, la voiture, les chevaux et le mobilier de Coralie furent saisis par plusieurs créanciers pour des sommes dont le total montait à 4 000 francs. Quand Lucien recourut à Lousteau pour lui redemander le billet de 1 000 francs qu'il lui avait prêté, Lousteau lui montra des papiers timbrés qui établissaient chez Florine une position analogue à celle de Coralie. Mais Lousteau, reconnaissant, lui proposa de faire les démarches nécessaires pour placer l'archer de Charles IX. « Comment Florine en est-elle arrivée là ?» demanda Lucien. « Le Matifat s'est effrayé, » répondit Lousteau. « Nous l'avons perdu. Mais si Florine le veut, il payera cher sa trahison. Je te conterai l'affaire. » 3 jours après la démarche inutile faite par Lucien chez Lousteau, les 2 amants déjeunaient tristement au coin du feu dans la belle chambre à coucher. Bérénice leur avait cuisiné des œufs sur le plat dans la cheminée, car la cuisinière, le cocher, les gens étaient partis. Il était impossible de disposer du mobilier saisi. Il n'y avait plus dans le ménage aucun objet d'or ou d'argent, ni aucune valeur intrinsèque. Mais tout était d'ailleurs représenté par des reconnaissances du mont-de-piété formant un petit volume in-octavo très instructif. Bérénice avait conservé 2 couverts. Le petit journal rendait des services inappréciables à Lucien et à Coralie en maintenant le tailleur, la marchande de mode et la couturière, qui tous tremblaient de mécontenter un journaliste capable de tympaniser leurs établissements. Lousteau vint pendant le déjeuner en criant « Hurrah ! Vive l'archer de Charles IX ! J'ai lavé pour 100 francs de livres mes enfants, dit-il. Partageons ?» Il remit 50 francs à Coralie et envoya Bérénice chercher un déjeuner substantiel. « Hier, Hector Merlin et moi, nous avons dîné avec des libraires et nous avons préparé la vente de ton roman par de savantes insinuations. Tu es en marché avec Doria, mais Doria lésine. Il ne veut pas donner plus de 4 000 francs pour 2 000 exemplaires. Et tu veux 6 000 francs. Nous t'avons fait 2 fois plus grand que Walter Scott. Oh, tu as dans le ventre des romans incomparables. Tu n'offres pas un livre, mais une affaire. Tu n'es pas l'auteur d'un roman, plus ou moins ingénieux. Tu seras une collection. Ce mot « collection » a porté coup. Ainsi, n'oublie pas ton rôle. Tu as en portefeuille La Grande Mademoiselle, ou La France sous Louis XIV, Cotillon Ier, ou Les premiers jours de Louis XV, La Reine et le Cardinal, ou Tableau de Paris sous la Fronde, Le fils de Concini, ou Une intrigue de Richelieu. Ces romans seront annoncés sur la couverture. Nous appelons cette manœuvre berner les succès. On fait sauter ces livres sur la couverture jusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres. Et l'on est alors bien plus grand par les œuvres qu'on ne fait pas que par celles qu'on a faites. Le sous-presse est l'hypothèque littéraire. Allons, rions un peu. Voici du vin de champagne. Tu comprends, Lucien, que nos hommes ont ouvert des yeux grands comme tes soucoupes. Tu as donc encore des soucoupes ? Elles sont saisies, dit Coralie. Je comprends. Et je reprends, reprit Lousteau. Les libraires croiront à tous tes manuscrits, s'ils en voient un seul. En librairie, on demande à voir le manuscrit, on a la prétention de le lire.
Laissons aux libraires leur fatuité. Jamais ils ne lisent de livres. Autrement, ils n'en publieraient pas tant. Hector et moi, nous avons laissé pressentir qu'à 5 000 francs, tu concéderais 3 000 exemplaires en 2 éditions. Donne-moi le manuscrit de l'Archer. Après-demain, nous déjeunons chez les libraires et nous les enfonçons. Qui est-ce ? Dit Lucien. 2 associés, 2 bons garçons, assez ronds en affaires, nommés Fendant et Cavalier. L'un est un ancien premier commis de la maison Vidal et Porchon. L'autre est le plus habile voyageur du quai des Augustins, tous 2 établis depuis 1 an. Après avoir perdu quelques légers capitaux à publier des romans traduits de l'anglais, mes gaillards veulent maintenant exploiter les romans indigènes. Le bruit court que ces 2 marchands de papier noirci risquent uniquement les capitaux des autres, mais il t'est, je pense, assez indifférent de savoir à qui appartient l'argent qu'on te donnera. Le surlendemain, les 2 journalistes étaient invités à déjeuner rue Serpente, dans l'ancien quartier de Lucien, où Lousteau conservait toujours sa chambre rue de la Harpe. Et Lucien, qui vint y prendre son amie, la vit dans le même état où elle était le soir de son introduction dans le monde littéraire. Mais il ne s'en étonna plus. Son éducation l'avait initié aux vicissitudes de la vie des journalistes. Il en concevait tout. Le grand homme de province avait reçu, joué, perdu le prix de plus d'un article en perdant aussi l'envie de le faire. Il avait écrit plus d'une colonne d'après les procédés ingénieux que lui avait décrits Lousteau quand ils avaient descendu de la rue de la Harpe au Palais Royal. Tombé sous la dépendance de Barbet et de Braulard, il trafiquait des livres et des billets de théâtre. Enfin, il ne reculait devant aucun éloge, ni devant aucune attaque. Il éprouvait même, en ce moment, une espèce de joie à tirer de Lousteau tout le parti possible avant de tourner le dos aux libéraux, qu'il se proposait d'attaquer d'autant mieux qu'il les avait plus étudiés. De son côté, Lousteau recevait, au préjudice de Lucien, une somme de 500 francs en argent de Fendant et Cavalier, sous le nom de commission, pour avoir procuré ce futur Walter Scott aux 2 libraires en quête d'un Scott français. La maison Fendant et Cavalier était une de ces maisons de librairie établies sans aucune espèce de capital. Comme il s'en établissait beaucoup alors, et comme il s'en établira toujours, tant que la papeterie et l'imprimerie continueront à faire crédit à la librairie, pendant le temps de jouer 7 à 8 de ces coups de cartes appelés publications. Alors, comme aujourd'hui, les ouvrages s'achetaient aux auteurs en billets souscrits à des échéances de 6, 9 et 12 mois, paiement fondé sur la nature de la vente qui se solde entre libraires par des valeurs encore plus longues. Ces libraires payaient en même monnaie les papetiers et les imprimeurs, qui avaient ainsi, pendant 1 an, entre les mains, gratis, toute une librairie composée d'une 12aine ou d'une 20aine d'ouvrages. En supposant 2 ou 3 succès, le produit des bonnes affaires soldait les mauvaises, et il se soutenait en entrant livre sur livre. Si les opérations étaient toutes douteuses, ou si, pour leur malheur, ils rencontraient de bons livres, qui ne pouvaient se vendre qu'après avoir été goûtés, appréciés par le vrai public, si les escomptes de leur valeur étaient onéreux, s'ils subissaient eux-mêmes des faillites, ils déposaient tranquillement leur bilan, sans nul souci, préparés par avance à ce résultat. Ainsi, toutes les chances étaient en leur faveur. Ils jouaient sur le grand tapis vert de la spéculation les fonds d'autrui, non les leurs. Fendant et Cavalier se trouvaient dans cette situation. Cavalier avait apporté son savoir-faire. Fendant y avait joint son industrie. Le fonds social méritait éminemment ce titre, car il consistait en quelques milliers de francs, épargne péniblement amassée par leur maîtresse, sur lesquels ils s'étaient attribués l'un et l'autre des appointements assez considérables, très scrupuleusement dépensés en dîners offerts aux journalistes et aux auteurs, aux spectacles où se faisaient, disait-il, les affaires. Ces demi-fripons passaient tous 2 pour habiles, mais Fendant était plus rusé que Cavalier. Digne de son nom, Cavalier voyageait, Fendant dirigeait les affaires à Paris. Cette association fut ce qu'elle sera toujours entre 2 libraires.
un duel. Les associés occupaient le rez-de-chaussée d'un de ces vieux hôtels de la rue Serpente, où le cabinet de la maison se trouvait au bout de vastes salons convertis en magasins. Ils avaient déjà publié beaucoup de romans, tels que La Tour du Nord, Le Marchand de Bénarès, La Fontaine du Sépulcre, Thekeli, les romans de Galt, auteur anglais qui n'a pas réussi en France. Le succès de Walter Scott éveillait tant l'attention de la librairie sur les produits de l'Angleterre que les libraires étaient tous préoccupés, en vrais Normands, de la conquête de l'Angleterre. Ils y cherchaient du Walter Scott. Comme plus tard, on devait chercher des asphaltes dans les terrains caillouteux, du bitume dans les marais, et réaliser des bénéfices sur les chemins de fer en projet. Une des plus grandes niaiseries du commerce parisien est de vouloir trouver le succès dans les analogues, quand il est dans les contraires. À Paris surtout, le succès tue le succès. Aussi, sous le titre de Les Strelitz ou la Russie, il y a 100 ans, Fendant et Cavalier inséraient-ils bravement, en grosses lettres, dans le genre de Walter Scott. Fendant et Cavalier avaient soif d'un succès. Un bon livre pouvait leur servir à écouler leur ballot de piles, et ils avaient été affriolés par la perspective d'avoir des articles dans les journaux. La grande condition de la vente d'alors. Car il est extrêmement rare qu'un livre soit acheté pour sa propre valeur. Il est presque toujours publié par des raisons étrangères à son mérite. Fendant et Cavalier voyaient en Lucien le journaliste, et dans son livre, une fabrication dont la première vente leur faciliterait une fin de mois. Les journalistes trouvèrent les associés dans leur cabinet, le traité tout prêt, les billets signés. Cette promptitude émerveilla Lucien. Fendant était un petit homme maigre, porteur d'une sinistre physionomie. L'air d'un kalmouk, petit front bas, nez rentré, bouche serrée, deux petits yeux noirs éveillés, les contours du visage tourmentés, un teint aigre, une voix qui ressemblait au son que rend une cloche fêlée, enfin, tous les dehors d'un fripon consommé. Mais il compensait ses désavantages par le mielleux de ses discours. Il arrivait à ses fins par la conversation. Cavalier, garçon tout rond et que l'on aurait pris pour un conducteur de diligence plutôt que pour un libraire, avait des cheveux d'un blond hasardé, le visage allumé, l'encolure épaisse et le verbe éternel du commis voyageur. « Nous n'aurons pas de discussion, » dit Fendant en s'adressant à Lucien et à Lousteau. « J'ai lu l'ouvrage. Il est très littéraire et nous convient si bien que j'ai déjà remis le manuscrit à l'imprimerie. Le traité est rédigé d'après les bases convenues. D'ailleurs, nous ne sortons jamais des conditions que nous y avons stipulées. Nos effets sont à 6, 9 et 12 mois. Vous les escompterez facilement. Et nous vous rembourserons l'escompte. Nous nous sommes réservé le droit de donner un autre titre à l'ouvrage. Nous n'aimons pas l'archer de Charles IX. Il ne pique pas assez la curiosité des lecteurs. Il y a plusieurs rois du nom de Charles, et dans le Moyen-Âge, il se trouvait tant d'archers. Ah, si vous disiez le soldat de Napoléon, mais l'archer de Charles IX. Cavalier serait obligé de faire un cours d'histoire de France pour placer chaque exemplaire en province. Si vous connaissiez les gens à qui nous avons affaire, s'écria Cavalier. La Saint-Barthélemy vaudrait mieux, reprit Fendant. Catherine de Médicis ou la France sous Charles IX, dit Cavalier, ressemblerait plus à un titre de Walter Scott. Enfin, nous le déterminerons quand l'ouvrage sera imprimé, reprit Fendant. Comme vous voudrez, dit Lucien, pourvu que le titre me convienne. Le traité lu, signé, les doubles échangés, Lucien mit les billets dans sa poche avec une satisfaction sans égale. Puis, tous quatre, ils montèrent chez Fendant où ils firent le plus vulgaire des déjeuners. Des huîtres, des beefsteaks, des rognons au vin de champagne et du fromage de brie. Mais ces mets furent accompagnés par des vins exquis, dus à Cavalier qui connaissait un voyageur du commerce des vins. Au moment de se mettre à table, apparut l'imprimeur à qui était confiée l'impression du roman et qui vint surprendre Lucien
en lui apportant les 2 premières feuilles de son livre en épreuve. « Nous voulons marcher rapidement, dit Fendant à Lucien. Nous comptons sur votre livre et nous avons diantrement besoin d'un succès. » Le déjeuner, commencé vers midi, ne fut fini qu'à 5 heures. « Où trouver de l'argent ?» dit Lucien à Lousteau. « Allons voir Barbet, » répondit Étienne. Les 2 amis descendirent, un peu échauffés et avinés, vers le quai des Augustins. Coralie est surprise au dernier point de la perte que Florine a faite. Florine ne le lui a dite qu'hier en t'attribuant ce malheur. Elle paraissait aigrie au point de te quitter, dit Lucien à Lousteau. C'est vrai, dit Lousteau, qui ne conserva pas sa prudence et s'ouvrit à Lucien. Mon ami, car tu es mon ami, toi, Lucien, tu m'as prêté 1000 francs et tu ne me les as encore demandés qu'une fois. Défie-toi du jeu. Si je ne jouais pas, je serais heureux. Je dois à Dieu et au diable. J'ai dans ce moment-ci les gardes du commerce à mes trousses. Enfin, je suis forcé, quand je vais au Palais-Royal, de doubler des caps dangereux. Dans la langue des viveurs, doubler un cap dans Paris, c'est faire un détour, soit pour ne pas passer devant un créancier, soit pour éviter l'endroit où il peut être rencontré. Lucien, qui n'allait pas indifféremment par toutes les rues, connaissait la manœuvre sans en connaître le nom. « Tu dois beaucoup ?»« Une misère, » reprit Lousteau. « 1000 écus me sauveraient. J'ai voulu me ranger, ne plus jouer, et pour me liquider, j'ai fait un peu de chantage. »« Qu'est-ce que le chantage ?» dit Lucien, à qui ce mot était inconnu. « Le chantage est une invention de la presse anglaise, importée récemment en France. Les chanteurs sont des gens placés de manière à disposer des journaux. Jamais un directeur de journal, ni un rédacteur en chef, n'est censé tremper dans le chantage. On a des Giroudot, des Philippe Bridot. Ces bravis viennent trouver un homme qui, pour certaines raisons, ne veut pas qu'on s'occupe de lui. Beaucoup de gens ont sur la conscience des peccadilles, plus ou moins originales. Il y a beaucoup de fortunes suspectes à Paris, obtenues par des voies plus ou moins légales, souvent par des manœuvres criminelles, et qui fourniraient de délicieuses anecdotes, comme la gendarmerie de Fouché cernant les espions du préfet de police qui, n'étant pas dans le secret de la fabrication des faux billets de la banque anglaise, allait saisir les imprimeurs clandestins protégés par le ministre. Puis l'histoire des diamants du prince Galation, l'affaire Maubreuil, la succession Pont-Breton, etc. Le chanteur s'est procuré quelques pièces, un document important. Il demande un rendez-vous à l'homme enrichi. Si l'homme compromis ne donne pas une somme quelconque, le chanteur lui montre la presse prête à l'entamer, à dévoiler ses secrets. L'homme riche a peur, il finance. Le tour est fait. Vous vous livrez à quelque opération périlleuse. Elle peut succomber à une suite d'articles. On vous détache un chanteur qui vous propose le rachat des articles. Il y a des ministres à qui l'on envoie des chanteurs et qui stipulent avec eux que le journal attaquera leurs actes politiques et non leur personne, ou qui livrent leur personne et demandent grâce pour leur maîtresse. Des Lupeaulx, ce joli maître des requêtes que tu connais, est perpétuellement occupé de ces sortes de négociations avec les journalistes. Le drôle s'est fait une position merveilleuse au centre du pouvoir par ses relations. Il est à la fois le mandataire de la presse et l'ambassadeur des ministres. Il maquignonne les amours-propres. Il étend même ce commerce aux affaires politiques. Il obtient des journaux leur silence sur tel emprunt, sur telle concession accordée sans concurrence ni publicité, dans laquelle on donne une part au loup Servier de la banque libérale. Tu as fait un peu de chantage avec Doria. Il t'a donné 1000 écus pour t'empêcher de décrier Nathan. Dans le XVIIIe siècle, où le journalisme était au maillot, le chantage se faisait au moyen de pamphlets dont la destruction était achetée par les favorites et les grands seigneurs. L'inventeur du chantage est l'Arétin, un très grand homme d'Italie, qui imposait les rois comme de nos jours tel journal impose les acteurs. Qu'as-tu pratiqué contre le Matifat pour avoir tes 1000 écus ?
J'ai fait attaquer Florine dans 6 journaux. Et Florine s'est plainte à Matifat. Matifat a prié Braulard de découvrir la raison de ces attaques. Braulard a été joué par Finot. Finot, au profit de qui je chantais, a dit au droguiste que tu démolissais Florine dans l'intérêt de Coralie. Giroudot est venu dire confidentiellement à Matifat que tout s'arrangerait s'il voulait vendre son 6e de propriété dans la revue de Finot, moyennant 10 000 francs. Finot me donnait 1000 écus en cas de succès. Matifat allait conclure l'affaire, heureux de retrouver 10 000 francs sur ses 30 000 qui lui paraissaient aventurés, car depuis quelques jours, Florine lui disait que la revue de Finot ne prenait pas. Au lieu d'un dividende à recevoir, il était question d'un nouvel appel de fonds. Avant de déposer son bilan, le directeur du Panorama dramatique a eu besoin de négocier quelques effets de complaisance. Et, pour les faire placer par Matifat, il l'a prévenu du tour que lui jouait Finot. Matifat, enfin commerçant, a quitté Florine, a gardé son 6e, et nous voit maintenant venir. Finot et moi, nous hurlons de désespoir. Nous avons eu le malheur d'attaquer un homme qui ne tient pas à sa maîtresse, un misérable sans cœur ni âme. Malheureusement, le commerce que fait Matifat n'est pas justiciable de la presse. Il est inattaquable dans ses intérêts. On ne critique pas un droguiste comme on critique des chapeaux, des choses de mode, des théâtres ou des affaires d'art. Le cacao, le poivre, les couleurs, les bois de teinture, l'opium ne peuvent pas se déprécier. Florine est aux abois, le Panorama ferme demain. Elle ne sait que devenir. Par suite de la fermeture du théâtre, Coralie débute dans quelques jours au gymnase, dit Lucien. Elle pourra servir Florine ? Jamais, dit Lousteau. Coralie n'a pas d'esprit. Mais elle n'est pas encore assez bête pour se donner une rivale. Nos affaires sont furieusement gâtées. Mais Finot est tellement pressé de rattraper son 6e. Et pourquoi ? L'affaire est excellente, mon cher. Il y a chance de vendre le journal 300 000 francs. Finot aurait alors un tiers, plus une commission allouée par ses associés, et qu'il partage avec des Lupeaulx. Aussi vais-je lui proposer un coup de chantage. Mais le chantage, c'est la bourse ou la vie ? Bien mieux, dit Lousteau, c'est la bourse ou l'honneur. Avant-hier, un petit journal au propriétaire duquel on avait refusé un crédit a dit que la montre à répétition entourée de diamants appartenant à l'une des notabilités de la capitale se trouvait, d'une façon bizarre, entre les mains d'un soldat de la garde royale, et il promettait le récit de cette aventure digne des 1001 nuits. La notabilité s'est empressée d'inviter le rédacteur en chef à dîner. Le rédacteur en chef a certes gagné quelque chose, mais l'histoire contemporaine a perdu l'anecdote de la montre. Toutes les fois que tu verras la presse acharnée après quelques gens puissants, sache qu'il y a là-dessous des escomptes refusés, des services qu'on n'a pas voulu rendre. Ce chantage relatif à la vie privée est ce que craignent le plus les riches Anglais. Il entre pour beaucoup dans les revenus secrets de la presse britannique, infiniment plus dépravés que ne l'est la nôtre. Nous sommes des enfants. En Angleterre, on achète une lettre compromettante 5 à 6 000 francs pour la revendre. « Quel moyen as-tu trouvé d'empoigner Matifat ?» dit Lucien. « Mon cher, reprit Lousteau, ce vil épicier a écrit les lettres les plus curieuses à Florine. Orthographe, style, pensée, tout est d'un comique achevé. Matifat craint beaucoup sa femme. Nous pouvons, sans le nommer, sans qu'il puisse se plaindre, l'atteindre au sein de ses lares et de ses pénates, où il se croit en sûreté. Juge de sa fureur en voyant le premier article d'un petit roman de mœurs, intitulé « Les amours d'un droguiste », quand il aura été loyalement prévenu du hasard qui met entre les mains des rédacteurs de tel journal des lettres où il parle du petit Cupidon, où il écrit « Gamet » pour jamais, où il dit de Florine qu'elle l'aide à traverser le désert de la vie, ce qui peut faire croire qu'il la prend pour un chameau. Enfin, il y a de quoi désopiler la rate des abonnés pendant 15 jours dans cette correspondance éminemment drôlatique. On lui donnera la peur d'une lettre anonyme par laquelle on mettrait sa femme au fait de la plaisanterie. Florine voudra-t-elle prendre sur elle de paraître poursuivre Matifat ? Elle a encore des principes,
c'est-à-dire désespérance. Peut-être garde-t-elle les lettres pour elle, et veut-elle une part. Elle est rusée, elle est mon élève. Mais quand elle saura que le garde du commerce n'est pas une plaisanterie, quand Finot lui aura fait un présent convenable, ou donné l'espoir d'un engagement, elle me livrera les lettres, que je remettrai contre écus à Finot. Finot donnera la correspondance à son oncle, et Giroudeau fera capituler le droguiste. Cette confidence dégrisa Lucien. Il pensa d'abord qu'il avait des amis extrêmement dangereux. Puis il songea qu'il ne fallait pas se brouiller avec eux, car il pouvait avoir besoin de leur terrible influence au cas où madame d'Espard, madame de Bargeton et Châtelet lui manqueraient de parole. Étienne et Lucien étaient alors arrivés sur le quai devant la misérable boutique de Barbet. « Barbet, dit Étienne au libraire, nous avons 5000 francs de fendant et cavalier à 6, 9 et 12 mois. Voulez-vous nous escompter leurs billets ? » « Je les prends pour 1000 écus, dit Barbet avec un calme imperturbable. 1000 écus, s'écria Lucien. Vous ne les trouverez chez personne, reprit le libraire. Ces messieurs feront faillite avant 3 mois. Mais je connais chez eux 2 bons ouvrages dont la vente est dure. Ils ne peuvent pas attendre. Je les leur achèterai comptant et leur rendrai leur valeur. Par ce moyen, j'aurai 2000 francs de diminution sur les marchandises. Veux-tu perdre 2000 francs ? Dit Étienne à Lucien. Non, s'écria Lucien, épouvanté de cette première affaire. Tu as tort, répondit Étienne. Vous ne négocierez leurs papiers nulle part, dit Barbet. Le livre de monsieur est le dernier coup de carte de Fendant et Cavalier. Ils ne peuvent l'imprimer qu'en laissant les exemplaires en dépôt chez leur imprimeur. Un succès ne les sauvera que pour 6 mois, car, tôt ou tard, ils sauteront. Ces gens-là boivent plus de petits verres qu'ils ne vendent de livres. Pour moi, leurs effets représentent une affaire, et vous pouvez alors en trouver une valeur supérieure à celle que donneront les escompteurs qui se demanderont ce que veut chaque signature. Le commerce de l'escompteur consiste à savoir si 3 signatures donneront chacune 30% en cas de faillite. D'abord, vous n'offrez que 2 signatures, et chacune ne vaut pas 10%. Les 2 amis se regardèrent, surpris d'entendre sortir de la bouche de ce cuistre une analyse où se trouvait en peu de mots tout l'esprit de l'escompte. « Pas de phrase, Barbet, dit Lousteau. Chez quel escompteur pouvons-nous aller ? Le père Chaboisseau, quai Saint-Michel, vous savez, a fait la dernière fin de mois de Fendant. Si vous refusez ma proposition, voyez chez lui, mais vous me reviendrez. Et je ne vous donnerai plus alors que 2500 francs. » Étienne et Lucien allèrent sur le quai Saint-Michel, dans une petite maison à Allée, où demeurait ce Chaboisseau, l'un des escompteurs de la librairie. Ils le trouvèrent au 2e étage dans un appartement meublé de la façon la plus originale. Ce banquier subalterne, et néanmoins millionnaire, aimait le style grec. La corniche de la chambre était une grecque. Drapé par une étoffe teinte en pourpre et disposée à la grecque le long de la muraille comme le fond d'un tableau de David, le lit, d'une forme très pure, datait du temps de l'Empire où tout se fabriquait dans ce goût. Les fauteuils, les tables, les lampes, les flambeaux, les moindres accessoires, sans doute choisis avec patience chez les marchands de meubles, respiraient la grâce fine et grêle, mais élégante de l'Antiquité. Ce système mythologique et léger formait une opposition bizarre avec les mœurs de l'escompteur. Il est à remarquer que les hommes les plus fantasques se trouvent parmi les gens adonnés au commerce de l'argent. Ces gens sont, en quelque sorte, les libertins de la pensée. Pouvant tout posséder et conséquemment blasés, ils se livrent à des efforts énormes pour se sortir de leur indifférence. Qui sait les étudier trouve toujours une manie, un coin du cœur par où ils sont accessibles. Chaboisseau paraissait retranché dans l'Antiquité comme dans un camp imprenable. « Il est sans doute digne de son enseigne », dit en souriant Étienne à Lucien. Chaboisseau, petit homme à cheveux poudrés, à redingote verdâtre, gilet couleur noisette,
décoré d'une culotte noire et terminé par des bas chinés et des souliers qui craquaient sous le pied, prit les billets, les examina. Puis il les rendit à Lucien gravement. « Messieurs Fendant et Cavalier sont de charmants garçons, des jeunes gens pleins d'intelligence. Mais je me trouve sans argent, dit-il d'une voix douce. Mon ami sera coulant sur l'escompte, répondit Étienne. Je ne prendrai ces valeurs pour aucun avantage, dit le petit homme, dont les mots glissèrent sur la proposition de Lousteau comme le couteau de la guillotine sur la tête d'un homme. Les deux amis se retirèrent. En traversant l'antichambre, jusqu'où les reconduisit prudemment Chaboisseau, Lucien aperçut un tas de bouquins que l'escompteur, ancien libraire, avait achetés, et parmi lesquels brilla tout à coup aux yeux du romancier l'ouvrage de l'architecte Ducerceau sur les maisons royales et les célèbres châteaux de France, dont les plans sont dessinés dans ce livre avec une grande exactitude. « Me céderiez-vous cet ouvrage ?» dit Lucien. « Oui, » dit Chaboisseau, qui, d'escompteur, redevint libraire. « Quel prix ?»« 50 francs. »« C'est cher, mais il me le faut, et je n'aurai pour vous payer que les valeurs dont vous ne voulez pas. »« Vous avez un effet de 500 francs à 6 mois. »« Je vous le prendrai, » dit Chaboisseau, qui, sans doute, devait à Fendant et Cavalier un reliquat de bordereau pour une somme équivalente. Les deux amis rentrèrent dans la chambre grecque, où Chaboisseau fit un petit bordereau à 6% d'intérêt et 6% de commission, ce qui produisit une déduction de 30 francs. Il porta sur le compte les 50 francs, prix du Ducerceau, et tira de sa caisse, pleine de beaux écus, 420 francs. « Ah ça, monsieur Chaboisseau, les effets sont tous bons ou tous mauvais. Pourquoi ne nous escomptez-vous pas les autres ?»« Je n'escompte pas. Je me paye d'une vente, » dit le bonhomme. Étienne et Lucien riaient encore de Chaboisseau sans l'avoir compris, quand ils arrivèrent chez Doria, où Lousteau pria Gabusson de leur indiquer un escompteur. Les deux amis prirent un cabriolet à l'heure et allèrent au boulevard Poissonnière, munis d'une lettre de recommandation que leur avait donnée Gabusson, en leur annonçant le plus bizarre et le plus étrange particulier, selon son expression. « Si Samanon ne prend pas vos valeurs, avait dit Gabusson, personne ne vous les escomptera. » Bouquiniste au rez-de-chaussée, marchand d'habits au premier étage, vendeur de gravures prohibées au second, Samanon était encore prêteur sur gage. Aucun des personnages introduits dans les romans d'Hoffmann, aucun des sinistres avares de Walter Scott, ne peut être comparé à ce que la nature sociale et parisienne s'était permis de créer en cet homme, si toutefois Samanon est un homme. Lucien ne put réprimer un geste d'effroi à l'aspect de ce petit vieillard sec, dont les os voulaient percer le cuir parfaitement tanné, taché de nombreuses plaques vertes ou jaunes, comme une peinture de Titien ou de Paul Véronèse vue de près. Samanon avait un œil immobile et glacé, l'autre vif et luisant. L'avare, qui semblait se servir de cet œil mort en escomptant, et employer l'autre à vendre ses gravures obscènes, portait une petite perruque plate dont le noir poussait au rouge, et sous laquelle se redressaient des cheveux blancs. Son front jaune avait une attitude menaçante, ses joues étaient creusées, carrément par la saillie des mâchoires. Ses dents, encore blanches, paraissaient tirées sur ses lèvres comme celles d'un cheval qui bâille. Le contraste de ses yeux et la grimace de cette bouche, tout lui donnait un air passablement féroce. Les poils de sa barbe, durs et pointus, devaient piquer comme autant d'épingles. Une petite redingote râpée, arrivée à l'état d'amadou, une cravate noire déteinte, usée par sa barbe, et qui laissait voir un cou ridé comme celui d'un dindon, annonçait peu l'envie de racheter par la toilette une physionomie sinistre. Les deux journalistes trouvèrent cet homme assis dans un comptoir horriblement sale et occupé à coller des étiquettes au dos de quelques vieux livres achetés à une vente. Après avoir échangé un coup d'œil par lequel ils se communiquèrent les 1000 questions que soulevait l'existence d'un pareil personnage, Lucien et Lousteau le saluèrent
en lui présentant la lettre de Gabusson et les valeurs de Fendant et Cavalier. Pendant que Samanon lisait, il entra dans cette obscure boutique un homme d'une haute intelligence, vêtu d'une petite redingote qui paraissait avoir été taillée dans une couverture de zinc, tant elle était solidifiée par l'alliage de 1000 substances étrangères. « J'ai besoin de mon habit, de mon pantalon noir et de mon gilet de satin, » dit-il à Samanon en lui présentant une carte numérotée. Dès que Samanon eut tiré le bouton en cuivre d'une sonnette, il descendit une femme qui paraissait être normande à la fraîcheur de sa riche carnation. « Prête à monsieur ses habits, » dit-il en tendant la main à l'auteur. « Il y a plaisir à travailler avec vous, mais un de vos amis m'a amené un petit jeune homme qui m'a rudement attrapé. »« On l'attrape, » dit l'artiste aux 2 journalistes en leur montrant Samanon par un geste profondément comique. Ce grand homme donna, comme donnent les Lazzaroni pour avoir un jour leurs habits de fête au Monte di Pietà, 30 sous que la main jaune et crevassée de l'escompteur prit et fit tomber dans la caisse de son comptoir. « Quel singulier commerce fais-tu » dit Lousteau à ce grand artiste livré à l'opium et qui, retenu par la contemplation en des palais enchantés, ne voulait ou ne pouvait rien créer. « Cet homme prête beaucoup plus que le mont-de-piété sur les objets engageables, et il a de plus l'épouvantable charité de vous les laisser reprendre dans les occasions où il faut que l'on soit vêtu, » répondit-il. « Je vais ce soir dîner chez les Keller avec ma maîtresse. Il m'est plus facile d'avoir 30 sous que 200 francs, et je viens chercher ma garde-robe, qui, depuis 6 mois, a rapporté 100 francs. Samanon a déjà dévoré ma bibliothèque, livre à livre. »« Et sou à sou, » dit en riant Lousteau. « Je vous donnerai 1500 francs, » dit Samanon à Lucien. Lucien fit un bond, comme si l'escompteur lui avait plongé dans le cœur une broche de fer rougie. Samanon regardait les billets avec attention, en examinant les dates. « Encore, » dit le marchand, « ai-je besoin de voir Fendant, qui devrait me déposer des livres. Vous ne valez pas grand-chose, dit-il à Lucien. Vous vivez avec Coralie, et ses meubles sont saisis. » Lousteau regarda Lucien, qui reprit ses billets et sauta de la boutique sur le boulevard en disant « Est-ce le diable ?» Le poète contempla pendant quelques instants cette petite boutique, devant laquelle tous les passants devaient sourire, tant elle était piteuse, tant les petites caisses à livres étiquetés étaient mesquines et sales, en se demandant « Quel commerce fait-on là ?» Quelques moments après, le grand inconnu, qui devait assister à 10 ans de là l'entreprise immense mais sans base des Saint-Simoniens, sortit très bien vêtu, sourit aux 2 journalistes et se dirigea vers le passage des panoramas avec eux, pour y compléter sa toilette en se faisant cirer ses bottes. Quand on voit entrer Samanon chez un libraire, chez un marchand de papier ou chez un imprimeur, ils sont perdus, dit l'artiste aux 2 écrivains. Samanon est alors comme un croque-mort qui vient prendre mesure d'une bière. « Tu n'escompteras plus tes billets, » dit alors Étienne à Lucien. « Là où Samanon refuse, » dit l'inconnu, « personne n'accepte, car il est l'ultima ratio. C'est un des moutons de Gigonnet, de Palma, Werbrust, Gobseck et autres crocodiles qui nagent sur la place de Paris et avec lesquels tout homme dont la fortune est à faire doit tôt ou tard se rencontrer. « Si tu ne peux pas escompter tes billets à 50%, reprit Étienne, il faut les échanger contre des écus. »« Comment ? » ?»« Donne-les à Coralie, elle les présentera chez Camusot. »« Tu te révoltes, reprit Lousteau, que Lucien arrêta en faisant un bond. Quel enfantillage ! Peux-tu mettre en balance ton avenir et une semblable niaiserie ? » « Je vais toujours porter cet argent à Coralie, » dit Lucien. « Autre sottise !» s'écria Lousteau. « Tu n'apaiseras rien avec 400 francs, là où il en faut 4000. Gardons de quoi nous griser en cas de perte. Et joue. »« Le conseil est bon, » dit le grand inconnu. À 4 pas de Frascati, ces paroles eurent une vertu magnétique. Les 2 amis renvoyèrent leur cabriolet et montèrent au jeu. D'abord, ils gagnèrent 3000 francs.
revinrent à 500, regagnèrent 3700 francs. Puis ils retombèrent à 100 sous, se retrouvèrent à 2000 francs, et les risquèrent sur Père pour les doubler d'un seul coup. Père n'avait pas passé depuis 5 coups. Ils y pointèrent la somme. Un père sortit encore. Lucien et Lousteau dégringolèrent alors par l'escalier de ce pavillon célèbre, après avoir consumé 2 heures en émotions dévorantes. Ils avaient gardé 100 francs. Sur les marches du petit péristyle à 2 colonnes, qui soutenait extérieurement une petite marquise en tôle que plus d'un œil a contemplée avec amour ou désespoir, Lousteau dit en voyant le regard enflammé de Lucien « Ne mangeons que 50 francs. » Les 2 journalistes remontèrent. En 1 heure, ils arrivèrent à 1000 écus. Ils unirent les 1000 écus sur Rouge, qui avait passé 5 fois, en se fiant au hasard auquel ils devaient leur perte précédente. Noir sortit. Il était 6 heures. « Ne mangeons que 25 francs, dit Lucien. Cette nouvelle tentative dura peu. Les 25 francs furent perdus en 10 coups. Lucien jeta rageusement ses derniers 25 francs sur le chiffre de son âge et gagna. Rien ne peut dépeindre le tremblement de sa main quand il prit le râteau pour retirer les écus que le banquier jeta. Il donna 10 louis à Lousteau et lui dit « Sauve-toi chez Véry !» Lousteau comprit Lucien et alla commander le dîner. Lucien, resté seul au jeu, porta ses 30 louis sur Rouge et gagna. Enhardi par la voix secrète qu'entendent parfois les joueurs, il laissa le tout sur Rouge et gagna. Son ventre devint alors un brasier. Malgré la voix, il reporta les 120 louis sur Noir et perdit. Il sentit alors en lui la sensation délicieuse qui succède, chez les joueurs, à leur horrible agitation. Quand, n'ayant plus rien à risquer, ils rentrent dans la vie réelle et quittent le palais ardent où se passent leurs rêves fugaces. Il rejoignit Lousteau chez Véry, où il se rua, selon l'expression de La Fontaine, en cuisine, et noya ses soucis dans le vin. À 9 heures, il était si complètement gris qu'il ne comprit pas pourquoi sa portière de la rue de Vendôme le renvoyait rue de la Lune. Mademoiselle Coralie a quitté son appartement et s'est installée dans la maison dont l'adresse est écrite sur ce papier. Lucien, trop ivre pour s'étonner de quelque chose, remonta dans le fiacre qu'il avait amené, se fit conduire rue de la Lune et se dit à lui-même des calembours sur le nom de la rue. Pendant cette matinée, la faillite du panorama dramatique avait éclaté. L'actrice, effrayée, s'était empressée de vendre tout son mobilier du consentement de ses créanciers au petit père Cardot, qui, pour ne pas changer la destination de cet appartement, y mit Florentine. Coralie avait tout payé, tout liquidé et satisfait le propriétaire. Pendant le temps que prit cette opération, qu'elle appelait une lessive, Bérénice garnissait des meubles indispensables achetés d'occasion. Un petit appartement de 3 pièces, au 4e étage d'une maison rue de la Lune, à 2 pas du gymnase. Coralie y attendait Lucien, ayant sauvé de toutes ses splendeurs son amour sans souillure et un sac de 1200 francs. Lucien, dans son ivresse, raconta ses malheurs à Coralie et à Bérénice. « Tu as bien fait, mon ange, » lui dit l'actrice en le serrant dans ses bras. « Bérénice saura bien négocier tes billets à Braulard. » Merci pour votre écoute. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.